Donc, nous allons accorder quelques petites minutes pour que plus de monde puisse s'y connecter. Nous allons débuter bientôt. Merci. Il va être enregistré. Je peux l'écouter avec Pierre. OK. Hello. Oui, allô, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci et vous? Très bien. Le meeting va être enregistré sur quel site de la Fédération ou l'Union des cultivateurs? Oui, vous allez trouver l'enregistrement après sur le site de la Fédération. Juste la Fédération? Oui, on pourra aussi OK. le mettre sur notre site. Parce que mon garçon est directeur pour l'Union des cultivateurs, là, Pierre Pasquier. Puis lui, OK. il peut pas l'écouter ce matin, là. OK. Il y avait quelque chose à faire à l'étable, là. Fait que puis j'aurais aimé peut-être l'écouter en même temps que lui, là. Fait qu'on on va pouvoir, là, mais il va avoir un lien pour aller l'écouter sur l'Union des cultivateurs. Oui, bien sûr, on va mettre le lien. Sinon, on ne le met pas directement sur notre site, ça va renvoyer vers le site de la FAO. Que puis on va recevoir des emails, là, parce que moi, je suis délégué pour la Fédération d'agriculture, pour le compte OK. Fédération. Fait qu'on va avoir des emails là, qu'on pourra le réécouter. Oui, on les enverra. Parce que ça dure quoi, 2 heures? 1 heure. 1 heure? Oh, c'est pas long. Oui. OK, c'est bien, merci. Merci. On va bientôt débuter. Ça ne sera pas long. On va juste donner 2 petites minutes pour avoir davantage de monde quand on va débuter. OK, c'est parce que j'aurais aimé l'écouter avec mon garçon en même temps, les deux, là. Fait que c'est bon. OK, Merci parfait. beaucoup. Au revoir. Merci à vous de vous être rejoints à nous. OK. René-Claude, on pourrait commencer maintenant. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, bonjour à tout le monde. Nous allons commencer. Merci à toutes et à tous de vous être joints à nous et bienvenue au webinaire Agriculteurs à métier technologique. Mon nom est Adelphine Kabedi et je travaille pour l'Union des cultivateurs franco-ontariens. Je serai la modératrice tout au long de la session. Ce webinaire vous est présenté dans le cadre de l'initiative Feeding Your Future, qui est rendue possible grâce à une collaboration entre la Fédération de l'agriculture de l'Ontario et l'Union des cultivateurs franco-ontariens et avec l'appui financier du Partenariat canadien pour l'agriculture.
Juste un petit rappel, nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos micros afin d'assurer une qualité audio optimale durant la présentation. Et nous vous informons également que ce webinaire est enregistré et vous pourrez les trouver disponibles sur nos sites web ultérieurement. Aussi, nous demandons aux participants de poser des questions en les inscrivant sur le clavardage dans les chats. Donc, comme modératrice, il me fera plaisir de les poser à la fin de la présentation à Madame René-Claude Goulet. Ceci dit, nous allons aujourd'hui, dans le cadre de l'initiative Feeding Your Future, parler de l'agriculture en tant que métier technologique. Grâce à l'adoption des nouvelles technologies et l'intégration des connaissances scientifiques dans les pratiques, les exploitations agricoles deviennent de plus en plus productives et durables. En survolant les technologies qu'on retrouve sur la ferme d'aujourd'hui et de demain, découvrez durant cette présentation en quoi les métiers d'agriculteur moderne est aussi celui de technologue. L'agriculture sous l'angle technologique nous sera aujourd'hui présentée par Madame René-Claude Goulet. Je tiens à remercier Madame René-Claude Goulet d'avoir accepté de nous accorder de son temps pour partager ses connaissances. Donc, Madame René-Claude Goulet, c'est une communicatrice scientifique qui œuvre depuis plus de 10 ans au Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada dans la conception et la présentation d'expositions, des programmes éducatifs et des ressources pédagogiques. Elle est engagée à partager sa passion de l'agriculture et des sciences et de la technologie et d'accroître la littératie scientifique et alimentaire au Canada. Donc, sans plus tarder, Madame René-Claude Goulet, à vous la parole. OK. Merci beaucoup à Delphine. Je vais juste partir de mon PowerPoint. Je vais partager ça. Et voilà. Alors, on est beau. On voit le PowerPoint? Oui? OK. Oui. Alors, OK, merci beaucoup de confirmer. Alors, agriculteur, un métier technologique. Alors, bonjour tout le monde. Je me nomme René-Claude. On m'a déjà présenté. Je suis communicatrice scientifique au Musée de l'agriculture et de l'alimentation. Ça fait plusieurs années que j'œuvre dans le domaine. Mais par contre, moi, je n'ai pas grandi sur une ferme. J'ai grandi dans un petit village agricole dans le nord de l'Ontario. L'agriculture a toujours fait partie de ma vie. Mais c'est plutôt juste en arrivant à mes études postsecondaires que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la question durabilité puis sciences-technologie en agriculture. C'est un sujet qui me fascine puis qui fait rêver aussi en même temps parce que plus on s'expose à qu'est-ce qui s'en vient là, dans les prochaines années, le plus on commence à se poser de questions de comment ces changements-là vont se produire puis quel genre d'impact ça va avoir sur le domaine, puis aussi la main-d'œuvre, toutes ces choses-là. Donc, on va adresser toutes sortes de questions aujourd'hui. Peut-être que vous en connaissez plus que moi. Si vous êtes agriculteur vous-même, peut-être qu'il va y avoir un peu de choses qui vous sont familières. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous surprendre, mais je vous encourage à n'importe quel moment poser vos questions, mettre des commentaires dans le chat, puis on va avoir une petite discussion à la fin. Donc, je vais garder du temps pour pouvoir jaser des propos, puis c'est ça, répondre à des questions s'il y en a. Alors c'est ça, mon nom encore, je me suis déjà présenté. Alors, le musée d'agriculture, c'est un musée au centre de la ville d'Ottawa, sur la ferme expérimentale. C'est là que je suis en ce moment, en fait. Nous, ici, ce qu'on fait, on est une ferme fonctionnelle. Donc, on a un troupeau laitier, on a des chevaux, des moutons, des chèvres, des lapins, toutes les affaires, tous les animaux de la ferme, là. Puis, on reçoit des visiteurs, surtout des gens qui viennent du milieu urbain, qui viennent découvrir l'agriculture. Donc, c'est ça, ça fait au-delà de 10 ans que j'essaie d'aider aux gens du public à comprendre un peu quelque chose qui est quand même assez éloigné pour plusieurs gens. Alors, de plus en plus, les centres urbains grossissent, la campagne, les gens de la campagne se retrouvent dans les centres urbains, mais un peu avec la pandémie, il semble avoir un renversement de ça. Mais on voit vraiment que les gens sont très curieux par rapport à l'agriculture, de plus en plus aussi, là. Donc, c'est très important d'en parler, puis je suis contente d'être ici aujourd'hui pour ça.
Donc, sans plus tarder, alors le métier d'agriculteur. Bon, ben d'abord, travaillant dans le domaine d'éducation agricole, une des choses qui m'est venue vraiment évidente rapidement, c'est que l'agriculture souffre un peu d'un problème d'image. On dirait que les gens s'imaginent le fermier, l'agriculteur, c'est le monsieur dans son champ avec sa fourche, puis peut-être qu'il utilise encore des chevaux, puis tout est fait à la main. On n'a peut-être pas vraiment besoin de grandes connaissances ou rien, mais ceux qui travaillent dans le domaine savent que c'est tout à fait faux. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment le métier d'agriculteur? Bien, pour moi, dans ma perspective, c'est vraiment l'homme à tout faire, la femme à tout faire. C'est un métier technologique dans le sens de, un fermier doit être mécanicien. Hein? L'agriculteur doit pouvoir réparer ses machines, réparer les bidules qui cassent à tout bout de champ parce que c'est ça que c'est travailler sur une ferme. Il y a tout le temps toutes sortes de mécanismes et toutes sortes de choses qu'on doit réparer. Alors, on est aussi chimiste comme agriculteur. Alors, on prend des tests, on fait des tests de toutes sortes de choses, comme soit les aliments pour les animaux, de notre sol, des tests diagnostiques, comme on va voir plus tard. Ça prend aussi une connaissance d'un peu de la médecine, surtout si on a des animaux. Alors, s'occuper des animaux qui sont peut-être blessés ou les animaux en gestation. Il y a plusieurs facettes là, où l'agriculteur doit intervenir comme presque semi-vétérinaire, des fois, avant que le vétérinaire puisse même arriver. Alors, moi, j'aime aussi penser aux agriculteurs, surtout ceux qui ont des bovins laitiers. C'est comme des sages-femmes, des vaches. Une grosse partie du travail, vraiment, c'est d'aider les gestations et les naissances, s'assurer que tout va bien. Ensuite, il faut être bon mathématicien. Il y a beaucoup de calculs à faire. Hein? On est toujours en train de calculer des ratios, des doses, ça, surtout encore en relation avec le côté médical ou chimique de la chose. On doit aussi être un peu doué en génétique si on a des bovins de boucherie ou des bovins laitiers, surtout dans le cadre de l'insémination artificielle où maintenant, de nos jours, on sélectionne vraiment le meilleur taureau pour la vache laquelle on veut inséminer. Donc, il y a un certain travail là-dedans aussi. Il faut être conscient de comment les traits sont hérités, puis qu'est-ce qu'on veut obtenir ultimement de notre troupeau. Puis comment s'y rendre là par l'entremise des outils qui nous sont disponibles. Enfin, il faut être aussi bon chercheur. Hein? Quand on a des questions, il faut être capable de les répondre. Puis, les agriculteurs sont tout le temps en formation. Ceux qui travaillent dans le domaine, vous recevez souvent des dépliants, des pamphlets à lire, des nouvelles normes. Il y a des tests, il y a des licences. Alors, il y a plein de choses. Il y a beaucoup d'études en tant que fermier agriculteur. Aussi, de nos jours, les agriculteurs sont très connectés, soit du fait qu'ils sont sur les médias sociaux puis qu'ils parlent de leur travail, ou bien qu'ils sont connectés avec les autres agriculteurs par des réseaux plus informels en ligne, comme par exemple l'Union, le OFC, l'Union des cultivateurs. C'est des réseaux qui sont vraiment facilités par le fait qu'on est dans un monde technologique. Puis les outils comme les téléphones intelligents deviennent de plus en plus importants dans le travail, dans le métier. Puis enfin, être bon stratagème parce qu'il faut bien planifier, savoir penser au futur, penser au passé aussi, puis apprendre de nos leçons. Alors, être agriculteur, c'est vraiment un travail qui, en soi, demande beaucoup de différentes habiletés, puis beaucoup de différentes compétences, dans le fond. Puis déjà, la transmission de compétences puis de connaissances, c'est passé à travers les générations, puis même aujourd'hui. Mais là, on a comme un peu une déconnexion parce qu'on se retrouve maintenant dans un monde hyper technologique. C'est arrivé très rapidement. Puis on dirait qu'on n'a pas vraiment eu la chance de continuer à transmettre les connaissances, donc du niveau de recherche et développement aux agriculteurs. Donc, il y a comme un petit manque là, mais cela n'empêche pas que les agriculteurs sont très éduqués quand même, puis ont beaucoup de compétences acquises à travers le temps, l'expérience, leur recherche, et ainsi de suite. Donc, moi, tous les agriculteurs que je connais, c'est des gens qui sont très à l'affût de tout ce qui se passe au niveau technologique qui va affecter leur travail.
Donc, avant d'aller trop loin, je voulais juste vous présenter, on va faire ça en 4 temps aujourd'hui. Donc, un petit recul, regarder où est-ce qu'on est et comment est-ce qu'on s'est rendu là. On va regarder un peu la ferme moderne, la ferme du futur, puis des défis à l'horizon pour côté application des technologies à la ferme. Donc, notre petit recul, retournons dans le passé. Alors, les humains, ça fait environ, de ce qu'on sache, de ce qu'on sait, c'est que ça fait environ 200 000 ans, 200 000, 2000 ans qu'on existe. Bon, ça, c'est les preuves qu'on a à date. C'est peut-être qu'éventuellement, on va découvrir que ça fait plus longtemps qu'on est ici. Environ 100 000 ans passés. Alors, ça, c'est avant l'ère commune. L'ère commune étant l'an 0. 100 000 ans avant, c'était les premières migrations. Donc, les humains ont commencé à migrer du centre où ils ont évolué, puis se disperser dans le monde. Ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que l'agriculture soit développée. Les gens étaient nomades, ils chassaient, ils cultivaient des aliments sauvages. Donc, la capacité de la planète de supporter des gens était quand même assez limitée. Ils estiment que la capacité était environ de comme 10 millions d'humains, qui est vraiment pas beaucoup si on pense aux presque 8 milliards d'aujourd'hui. Donc, voilà, 10 000 ans, à peu près 12 000 ans passés, dans le fond. L'agriculture a commencé à environ 11 différents endroits dans le monde. Donc, on peut voir sur cette carte-là où l'agriculture a commencé. Puis, par l'agriculture commencée, ce qu'on veut dire vraiment, c'est que les gens ont commencé à récolter des plantes dans la nature, puis les garder les semences, les replanter, graduellement créer des variétés qui pouvaient être mieux entreposées puis qui seraient beaucoup plus productives que les variétés qu'on retrouvait dans la nature. De même avec les animaux, donc les gens ont commencé à élever le bétail, puis c'est ça, à faire un peu les gens étaient encore assez nomades avec les animaux, alors on voyageait avec les bétails. Mais voilà, alors le fait que les gens ont commencé à cultiver sur place a fait en sorte que, bon, tout à coup, on peut commencer à avoir des villes, des villages. Puis entre moins 10 000 et l'an 1, il y a eu une immense explosion de population due au fait que les gens avaient commencé à cultiver sur place, puis qu'ils n'avaient plus besoin d'aller faire de chasse ou aller cueillir des baies sauvages pour se nourrir. On pouvait maintenant avoir des surplus, puis supporter beaucoup plus de gens sur la planète. Alors voilà un peu, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, c'est vraiment juste un résumé, là. Alors, c'est ça. Je vous montre ici une photo du développement du maïs à travers les derniers 12 000 ans. Alors, on a parti du Théocinthe qui était celui en haut ici. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche, là, mais je l'encercle avec ma flèche. On avait juste une rangée de graines. Puis ensuite, avec la sélection à travers le temps, des millénaires, on a commencé à avoir plus de grains sur notre épi, puis maintenant, où est-ce qu'on en est rendu avec un vrai maïs? Mais les humains, on a tout le temps eu une main là, dans l'évolution de notre alimentation, puis sans vraiment savoir ce qu'on faisait par contre. Alors, pendant les premiers, genre 10 000 ans, là, les gens, ils se rendaient compte de l'effet de la sélection, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de faire de la science, là. Jusqu'à temps qu'on a commencé à avoir vraiment un intérêt dans la science de l'agriculture, dans la Renaissance, puis plus tard, dans les années 1800, est arrivé Gregor Mendel, qui est notre beau bonhomme à la droite ici. Gregor Mendel, lui, c'était un moine généticien, il faisait plusieurs choses, mais lui, c'est lui qui a comme développé les premières connaissances sur l'hérédité. Donc, l'idée d'un pois jaune qu'on croise avec un pois vert va nous donner un pois jaune et vert, ça vient de lui, cette idée-là. Alors, on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait jusqu'à temps que Gregor Mendel fasse ses expériences. Puis, nous disent que, ah bon, ben regardez, quand on fait tel croisement, ben tels traits vont être hérités. Puis ça l'a permis vraiment d'accélérer de beaucoup notre cultivation sélective des animaux et des plantes parce que là, tout à coup, on comprenait ce qui se passait, puis on pouvait effectuer des changements beaucoup plus précis.
Alors, c'est ça. Alors, c'est un peu comme la chose qui a changé, qui a transformé un peu nos aliments, puis la façon que les humains façonnent leur environnement et leurs aliments. Donc, déjà, c'est de la technologie. Hein? Même sans le savoir, les agriculteurs du passé étaient de grands technologues. Ensuite, ben aussi, il y a beaucoup d'étapes dans l'évolution de l'agriculture, mais il y avait déjà la charrue à moins 3500, alors environ 5000 ans passés. Là. Il y avait déjà des charrues. La moissonneuse et le semoir sont arrivés dans les années 1700 à peu près, mais il y en a probablement des versions plus anciennes. Là. Des fois, on ne les trouve pas comme artefacts parce qu'ils sont en bois puis ils sont décomposés. Donc, difficile à savoir. Et enfin, ben, le tracteur, le fameux tracteur qui est arrivé dans les années début 1900 puis qui a vraiment changé la donne pour les agriculteurs. On n'avait plus besoin d'atteler des bovins puis des chevaux. Maintenant, on pouvait utiliser quelque chose qui avait vraiment l'air d'une locomotive au début. Là. Les premières étaient très grosses puis pas très manœuvrables, disons. Donc, les tracteurs aussi ont beaucoup évolué depuis, mais je trouve ça intéressant de montrer à quoi ça ressemblait à l'époque. Cette photo ici a été prise au Western Development Museum en Saskatchewan. Il y avait une salle pleine de vieux tracteurs. C'est vraiment le fun de voir l'évolution de ça. Donc, ceci pour dire qu'encore, la technologie, les outils technologiques, ils sont présents dans l'agriculture depuis le début. Les humains, c'est des grands innovateurs. On a toujours voulu résoudre nos problèmes d'une façon ou d'une autre à travers la technologie. Puis, l'agriculture, c'est un excellent exemple de ça. Donc, j'ai un petit graphique ici. Donc là, j'ai parlé de la population mondiale là, avant, mais là, on va partir de la population mondiale en 1700. Alors, 1700, à la gauche, on était environ 600 millions d'humains sur la planète. Et puis, on voit que, là, 1 milliard, 2 milliards, 2,5 milliards, 5 milliards. Alors, on voit là, dans les années 1900, il y a vraiment eu une grosse augmentation de la population humaine, encore une fois. Puis ça, il y a plusieurs historiens qui disent que c'est en raison de la mécanisation de l'agriculture. On peut maintenant faire beaucoup plus avec moins. On a beaucoup amélioré les cultures, puis les animaux, le bétail qui nous sont disponibles. Donc, on peut faire beaucoup plus de nourriture, on peut supporter beaucoup plus de gens. Et voilà, maintenant, on est à 7,7 milliards. On est en chemin pour 9,7 milliards en 2050 et éventuellement, parce que le taux de croissance annuelle diminue, les gens maintenant on commence à avoir autant de gens qui meurent, qui naissent. Là, on arrive à ce point-là. Il va y avoir on prédit qu'il va y avoir un genre d'équilibre à presque 11 milliards. C'est énormément de gens, énormément de bouches à nourrir, mais on a des problèmes parce que là, la planète, elle ne grandit pas. La planète reste la taille qu'elle est. Mais grâce à l'adoption des technologies et des nouvelles connaissances scientifiques, depuis 1961, je n'ai pas pu trouver rien qui retournait plus loin, mais depuis les années 1960, on a vraiment vu une grosse amélioration dans l'efficacité de l'agriculture, l'utilisation du sol. Donc, les terres arables nécessaires pour produire une quantité fixe de culture de 1961 à 2014. Donc, ici, on fait un genre de calcul. En 1961, c'est comme un indice ici, indice de production des récoltes. Donc, si ça prenait un acre pour produire une telle quantité de blé, là, j'invente, là. Ils ont fait un peu le retraçage à travers les années, puis ils ont déterminé que dès 2014, c'était environ 0,3. Donc, cela veut dire qu'en 2014, seulement 30% de la superficie des terres arables était nécessaire pour produire la même quantité de culture par rapport à 1961. Donc, en d'autres mots, il a fallu 70% moins de terre pour produire le même montant de nourriture. Je vous ai fait une petite illustration visuelle ici, là. Alors, voilà une des preuves que notre efficacité agricole a beaucoup augmenté. Pourquoi? D'une part, il y a eu la révolution verte. Donc, c'est là qu'on a découvert le processus Haber-Bosch pour extraire l'azote
gazeux de l'air, puis le transformer en azote granuleux qu'on peut donner aux plantes pour les aider à pousser. Et avant ça, l'azote était vraiment un gros facteur limitant. Là. On était capé en fait de production parce qu'il n'y avait aucun moyen de remettre assez d'azote dans le sol, dans le fond, une fois qu'on l'avait cultivé. Donc, la découverte de l'engrais azoté a vraiment tout changé. Puis, là, on était vraiment capable de produire une énorme quantité de nourriture en surplus. Il y a aussi eu les pesticides. Donc, les pesticides, on entend fongicides, antibiotiques, on pourrait considérer ça un pesticide. On parle insecticides. Alors, tous les cides, on les retrouve sous pesticides et ça aussi, ça l'a beaucoup aidé à réduire les pertes, donc, encore une fois, augmenter notre efficacité. Il y a aussi eu, au début des 1900, un gros intérêt pour les fermes de recherche. Donc, au Canada spécifiquement, fin 1800, le gouvernement a créé environ, je crois que c'est 18 fermes expérimentales à travers du Canada. Pour faire de la recherche, pour voir qu'est-ce qui pousse bien ici, puis est-ce qu'on peut développer des variétés qui vont mieux fonctionner dans notre climat. Parce que quand les gens ont commencé d'arriver de l'Europe avec leurs petites semences, ils ont trouvé que ça n'allait pas trop bien. Hein? Alors, on a développé, le gouvernement a investi beaucoup d'argent pour essayer de contribuer à développer l'agriculture canadienne et aussi coloniser l'Ouest canadien. Donc, voilà. Et un autre gros changement, l'irrigation. Donc, maintenant, on est capable de produire des cultures dans des déserts essentiellement, des endroits où on n'aurait jamais pu faire pousser d'alimentation. On a aussi l'irrigation à plus petite échelle là, dans nos champs. Mais le problème contraire, quand on a des sols trop mouillés aussi, on a trouvé des moyens de les sécher. Alors, le drainage des champs a beaucoup aidé. Et l'ère de l'ADN. La découverte de l'ADN a commencé dans les années 1960, puis c'est pas avant vraiment les années 80 qu'on a commencé à jouer avec le génome des plantes et des animaux. Alors, le génie génétique est venu entrer dans le jeu, puis on a pu développer toutes sortes de variétés maintenant, comme les variétés qui sont résistantes aux pestes, comme le maïs BT, ou bien qui sont résistants aux herbicides comme le soya qui est résistant au glyphosate, par exemple, qui nous permet encore une fois d'augmenter nos rendements. C'est ça, d'adresser des problèmes assez spécifiques. Donc voilà, où en sommes-nous aujourd'hui? La population mondiale continue à augmenter, la taille des fermes augmente aussi, le nombre de fermes diminue, les terres à l'arable diminuent, puis on se retrouve aussi dans une pénurie de travailleurs. Donc, on a comme un problème particulier. Mais on a des rendements plus élevés maintenant, puis on a une tendance environnementale améliorée également. Une dernière petite étape là-dedans, c'est que après la révolution verte, puis la venue des technologies génétiques, on a aussi eu comme un petit moment de « oupelaï », conséquences inattendues. Donc, maintenant, on est comme un peu dans le mode réglage de problèmes. Hein? Alors, on veut garder les technologies qui nous ont vraiment permis d'améliorer notre production, mais il faut aussi commencer vraiment à penser à l'environnement, puis comment gérer les petits problèmes qui sont survenus dus aux technologies. Donc, sautons dans la ferme moderne. Bon, mais la ferme moderne, encore une fois, juste pour tourner dans l'imaginaire commun moi, je pense tout le temps à nos visiteurs là, à qui je parle. On s'imagine souvent la petite ferme rouge avec les silos, puis les animaux, la grange mixte avec le genre Fisher-Price, la ferme à Mathurin. Mais dans le fond, on sait que maintenant, les fermes ont beaucoup changé, puis les bâtiments reflètent les changements
qui ont été nécessaires pour améliorer la santé des animaux, le bien-être des travailleurs, notre efficacité, puis aussi de pouvoir continuer à œuvrer quand on est 1 ou 2 employés. C'est fini un peu là, le temps des grandes, immenses familles où il y avait maman, papa, puis les 12 enfants qui travaillaient dans le champ. Là, je sais que ça, c'est les histoires de ma grand-mère, mais c'est très, très rare maintenant, cette situation-là. Puis on se retrouve à avoir besoin de faire énormément de travail seul. Donc, souvent, les bâtiments, les nouveaux bâtiments de ferme, ils sont catégorisés de factory farm où les gens sont moins ouverts aux technologies en agriculture parfois. Donc, en tout cas, une petite chose à communiquer, penser à communiquer avec nos compatriotes urbains parfois, là. Alors, les outils technologiques accroissent la durabilité, la santé et le bien-être des animaux, l'efficacité, les rendements, la biosécurité, la rentabilité. Donc, on va voir quelques exemples des technologies qui existent, qui sont quand même assez courantes sur les fermes d'aujourd'hui. Alors, d'abord, les ventilateurs et l'automatisation pour les bâtiments. Écoute, le réglage de température, le réglage d'humidité, maintenant, là, la plupart du temps est fait assez automatiquement à l'aide de sondes, puis des petits micro-ordinateurs qui collectent des données, puis ensuite qui vont ajuster l'environnement basé sur les données qu'il recueille, puis enfin les standards qu'on lui fournit. Ici au musée, on a un bâtiment qui est quand même assez récent. Il a été bâti dans les fin 90. Puis là-dedans, on a des grands éventails au plafond. Puis il y a une sonde qui pend dans chaque enclos. C'est nos bovins de boucherie qui habitent là-dedans, qui pend dans chaque enclos, puis qui détecte la température, l'humidité. Puis si c'est trop chaud, les fenêtres vont ouvrir automatiquement. Si c'est trop froid, ça va refermer. Aussi pour la ventilation à l'été, c'est tout automatique. Donc, ça l'économise beaucoup de temps. Des installations améliorées aussi. Ça, c'est un parc de gestation pour les truies qui sont enceintes, qui vont mettre bas bientôt. Alors, elles ont besoin d'être isolées des autres, là, avoir un petit endroit où elles peuvent être au centre, puis les porcelets peuvent aller se cacher dans le coin ou aller à la chaleur. Donc, ça ici, encore une fois, c'est un exemple du musée. Ici, c'est un nouveau parc qu'on vient d'obtenir pour rencontrer les nouvelles normes de code de pratique. Donc, c'est quelque chose à penser aussi. Les codes de pratique qui continuent à évoluer, mais les agriculteurs doivent rencontrer les normes. Donc, forcément, ils doivent adapter leurs opérations pour pouvoir mieux rencontrer les normes comme Proaction et ces choses-là. Alors, ici, ça permet à la truie de vraiment de bouger beaucoup plus que dans un ancien modèle. Il y a toutes sortes de trucs là-dedans. Alors, ça n'a pas l'air d'une grosse technologie, mais vraiment, quand on y pense, il y a beaucoup d'ingénierie là-dedans. Il y a beaucoup de recherche. L'automatisation des serres. Alors, de plus en plus, les serres qu'on retrouve au Canada, peuvent produire de la nourriture à l'année ronde. Alors, surtout les tomates, les piments, puis les concombres au Canada, en Ontario, beaucoup, là. Alors, c'est ça, une production, ça permet une production locale d'aliments frais à l'année ronde, mais encore une fois, pénurie de travail complique les choses. Donc, de plus en plus, on commence à trouver de l'automatisation dans les serres. Je sais que Agriculture agroalimentaire Canada ont un chercheur qui fait sa recherche sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les serres. Alors, ils ont réussi à faire pousser 40 000, quelque chose, je pense 40 000, là, un tas de concombres en juste un ou 2 mois dans une serre qui était complètement gérée par une intelligence artificielle. Alors, dans ces cas-là, on a toutes sortes de mécanismes, alors sur des rails qui peuvent se promener à l'intérieur de la serre, faire des applications d'engrais, des applications juste d'eau, faire des mesures aussi. Alors, ce que j'ai dans l'image, c'est quand même assez rudimentaire comparé à ce qu'on retrouve aujourd'hui même. Mais je croyais que c'était bien de le mentionner parce qu'au Canada, on commence à investir de plus en plus en culture en serre, puis surtout avec la légalisation du cannabis, ça offre une autre porte d'opportunité qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Les silos.
encore une fois, une technologie qui semble, on ne dirait pas une technologie, mais un silo, c'est où on entrepose le maïs pour les vaches, où le maïs se fait fermenter. Des petites améliorations là-dessus. Alors, si on passe du silo en béton au silo en acier avec du verre à l'intérieur qui empêche la corrosion. Il y a même un système de contrôle de pression d'air. C'est beaucoup plus sécuritaire pour l'agriculteur. Puis, les aliments sont de meilleure qualité, enfin, ce qui permet d'augmenter notre productivité si on est des producteurs laitiers. Alors, ce n'est pas une annonce pour cette compagnie-là. Ensuite, enfin, encore pour les producteurs laitiers, les robots de traite, ça fait quand même plusieurs années qu'on peut retrouver ça sur les fermes. Ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Il faut presque avoir une stabulation libre là, pour que ça fonctionne, mais ça permet une grosse économie de temps puis une augmentation de production. Les vaches, autant qu'elles se font traire, elles vont continuer à produire. Donc, plus on traite une vache, plus elle va produire, mais il faut aussi compter, garder en tête la courbe naturelle de lactation, là, mais à son pic, si on traite une vache 3 fois par jour, elle va donner du lait pour cette quantité-là. Donc, les robots de traite, finalement, augmentent la production, mais aussi donnent une pause aux producteurs. Un producteur laitier qui travaille 365 jours par année, c'est un vrai luxe de pouvoir se sauver de la ferme. Mais il y a toujours les petits pépins parce que c'est plein d'ordinateurs puis de sondes. Des fois, il faut avoir le technicien dans notre cellulaire portatif prêt à répondre à nos questions. Puis, les robots repoussent bouffe aussi. Donc, il y a des robots qui existent. Là. Il y en a qui n'ont sur leur ferme. On en a un ici au musée qui repousse la bouffe quand les fermiers ne sont pas là. Puis, ça assure que les vaches mangent plus que si leur nourriture était poussée loin et ils ne pouvaient pas la rejoindre. Je vais passer vite fait un test de Californie. Quand je parlais de chimie tantôt, voici un bel exemple de chimie sur la ferme. Donc, des tests comme ça ici qui nous permettent de détecter des maladies chez les animaux. De détecter plus tôt, puis aussi éviter de mettre du lait de mamite dans le réservoir. Là. Mais il y a toutes sortes de petits tests chimiques qu'on peut faire sur la ferme pour nos animaux, pour le fonctionnement. De plus en plus, il y a des outils technologiques qui viennent remplacer ça. Ça donne des mesures un peu plus précises puis plus rapidement. Donc, je sais qu'il y a une version numérique de ce test-ci qui existe maintenant. On ne l'a pas essayé encore, mais ce serait intéressant de voir les résultats. Des caméras de sécurité dans les aires de mise bas. Alors, encore une fois, les agriculteurs tout seuls ne sont peut-être pas toujours là pour veiller sur les animaux qui auraient peut-être besoin d'aide. Donc, ici, encore une fois, au musée, on a nos caméras dans les enclos des moutons, des vaches. On a récemment aussi essayé un dispositif qui s'appelle le Moo-Call. Alors, ça, c'est comme une technologie portative pour les animaux. Donc, dans le fond, c'est comme une petite sonde là-dedans qui détecte les mouvements de la queue. Alors, la vache, quand elle est à veille de mettre bas, de véler d'ailleurs, les mouvements de la queue vont être très précis, puis il va y avoir un patron précis, puis la petite machine va détecter le mouvement, puis envoyer un texto sur le téléphone de l'agriculteur lui disant « Ah, il y a… » ça c'est en anglais, désolé, mais c'était un screenshot d'un de nos fermiers ici. High cow activity. Alors, ça te dit toute l'information comme ça. Encore une fois, on est seul. Peut-être qu'on veut vraiment veiller aux accouchements, s'assurer qu'il n'y a pas de mortalité. Donc, des dispositifs comme ça peuvent vraiment changer la donne pour certains fermiers. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a sûrement des gens qui verraient quelque chose de bien là-dedans. Parfois, en même temps, la technologie nous cause plus d'ennuis. Donc, des fois, ça vaut la peine d'essayer, mais parfois aussi, on remarque que le coût ou bien c'est trop difficile à utiliser nous empêche vraiment d'adopter une technologie qui, en théorie, est belle. D'autres petits dispositifs technologiques disponibles, il y a des logiciels pour garder compte des sabots des vaches.
leur santé, leurs conditions. On a des microscopes pour observer le sperme des bœufs avant l'insémination. Alors, c'est quand on sort ça de l'azote liquide, on peut ensuite regarder est-ce qu'ils sont viables? Est-ce que je gaspille mon temps? Il y a aussi, tantôt j'ai parlé du test de mamite, il y en a qui sont un peu plus précis aussi, que c'est tu fais une culture, donc tu collectes ton spécimen. Puis ensuite, on le met dans un genre d'incubateur qui va faire pousser les microbes. Puis ensuite, on peut vraiment déterminer quel genre de mamite a notre vache, sans avoir besoin d'attendre nécessairement le test du laboratoire. Et enfin, les lecteurs d'étiquettes, RFID pour les étiquettes d'oreilles, puis la collecte de données dans le fond. Alors ça, c'est juste un petit échantillon. Des technologies agricoles, il y en a et il y a plein d'innovateurs qui continuent à voir un bon marché là-dedans, puis voir des utilités pour des technologies qu'on aurait développées pour d'autres raisons. Alors, vite, les GPS et tableaux de bord dans les tracteurs. J'adore cette photo parce qu'on a les ordinateurs dans la moissonneuse, puis là, il est en plus, il est sur son téléphone. Donc, je trouve que c'est un bel exemple là, de comment connecter les véhicules de ferme. Ils sont maintenant, tout est presque autonome, puis on peut se défaire de beaucoup du travail. Il faut quand même être là-dedans, mais on peut aller en ligne droite avec un peu moins d'effort. Et finalement, on commence à avoir beaucoup de modifications de machinerie pour l'agriculture régénératrice, qui est comme un peu la prochaine chose à garder un œil dessus. Alors, l'idée ici, dans cette photo, vous voyez des cultures de couverture. Donc, on voit, il y a du trèfle, puis je crois du sorgho là-dedans. Puis, c'était une démonstration de l'Université de Manitoba. Ils sont en train d'étudier un peu le semi-direct dans les cultures abris ou cultures de couverture. Là. Alors, à l'université, ils modifient de la machinerie justement pour être capable de faire des nouvelles choses qu'on ne faisait pas avant. Donc, dans ce cas ici, c'était vraiment d'écraser et de tuer la culture d'abri pour pouvoir permettre à la prochaine culture de pousser. Ces machines-là n'existaient pas vraiment avant. C'est des nouveaux principes d'agroécologie qui commencent à vraiment prendre de l'ampleur. Donc, dans les prochains 10-15 ans, là, on va vraiment voir une grosse diminution du labour, puis une augmentation des semi-directs. Puis ça encore grâce à la machinerie, souvent modifiée par des agriculteurs eux-mêmes ou avec des universités. Celui-ci, c'est encore au Manitoba. Ce fermier-là, il avait créé une genre de machine qui pouvait écraser la culture abri, faire une tranche, puis semer tout dans une shot avec juste un appareil qu'on tire derrière le tracteur. Donc, il y a beaucoup de modifications qui se passent sur la ferme. Les agriculteurs, c'est des innovateurs aussi. Hein? Ils participent au changement technologique. Alors souvent, ces choses-là, c'est des projets universitaires qui cherchent des participants sur des fermes pour essayer ces technologies-là, faire des longs suivis sur des trentaines d'années, et ainsi de suite. OK, je vois que le temps file. Donc, la ferme du futur, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Bien, premièrement, c'est important de souligner changement climatique égale incertitude de plus en plus. Les problèmes de trop d'eau autant que pas assez d'eau, de l'érosion, des perturbations comme des incendies, des feux de forêt, même la guerre, des pandémies, des choses comme ça qui viennent affecter notre travail. Puis, évidemment, les pestes, avec le changement climatique, les pestes ont on les trouve où on ne les trouvait pas avant. Puis, il y en a qui deviennent un peu plus résistantes, endommageantes. Donc, on a beaucoup de défis, là. Alors, notre l'ère numérique, laquelle on se retrouve maintenant, là, apporte plusieurs choses. Donc, le big data. Le big data, c'est toutes les données qui surviennent de toute cette collecte-là qui se passe là, avec toutes les sondes, tous les téléphones intelligents, tout ce qui est connecté recueille des données. Alors, le big data nous donne comme un portrait. Si on analyse ces données-là, ça peut nous donner un portrait de qu'est-ce qui se passe, puis quelque chose qu'on ne pourrait peut-être pas remarquer juste en
en faisant une recherche simple. Le big data nous permet de vraiment prendre du recul puis voir les grandes tendances, puis aussi nous permet d'ensuite prédire un peu mieux parce qu'on connaît mieux les tendances. L'Internet des objets, ben, c'est comme un peu comme je parlais tantôt, le MooCall, le bidule pour la queue des vaches, ça tombe dans cette catégorie-là. Donc, tout ce qui connecte les objets, comme les objets qui se parlent entre eux, vous connaissez sûrement les genres de Alexa, puis ces choses-là, là, les assistants personnels dans les maisons. Ça, c'est Internet of Things ou Internet des objets. L'intelligence artificielle. Maintenant, intelligence artificielle, il faut faire attention là, parce que ce n'est pas une intelligence vraiment. Le vrai mot en anglais, le vrai concept, c'est machine learning. Alors, l'apprentissage des machines. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qui se produit avec le machine learning? C'est que la machine, elle, ben, l'ordinateur va collectionner des données et les analyser, puis en se basant sur ces analyses, va améliorer ses propres algorithmes. Donc, la machine n'est pas capable de penser elle-même. Là, il faut quand même la programmer. Ensuite, elle va collectionner les données, les analyser, puis s'améliorer elle-même. Elle va améliorer ses algorithmes. Mais ultimement, un humain doit programmer la machine. Alors, ils ne sont pas capables de penser d'eux-mêmes encore, mais peut-être éventuellement. Le blockchain, si vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de Bitcoin, ces choses-là. Le blockchain, c'est comme une façon de garder compte de façon permanente des changements qui auraient lieu à une genre de liste. Donc, on peut s'imaginer que le blockchain pourrait venir, bien, déjà, il y a des projets de blockchain pour la traçabilité alimentaire. Donc, mettons qu'il y aurait une éclosion de E. coli sur une laitue quelconque, ben, ça prend plusieurs jours, même des semaines maintenant, à détecter d'où venait cette salade-là infectée. Mais avec une technologie blockchain, on pourrait retourner puis voir toutes les transactions qui ont eu lieu. C'est retraçable jusqu'à la ferme à l'intérieur de quelques minutes. Donc, ça l'impliquerait beaucoup aussi de collecte de données. Ça changerait beaucoup le travail quotidien de l'agriculteur. Mais d'après moi, d'après mes recherches, là, je pense qu'on est quand même assez loin de ça, malgré, comme j'ai mentionné, il y a déjà des projets comme IBM puis Walmart qui sont déjà joints pour quelque chose, là. La chimie verte, donc avoir des engrais et des pesticides qui sont plus compatibles avec la nature, qu'on utilise peut-être des mécanismes qui existent déjà dans les cellules pour créer des meilleurs engrais ou étudier la biologie du sol pour voir quels microbes sont impliqués dans la fixation de l'azote, puis est-ce qu'on peut peut-être déterminer quels mécanismes sont en jeu, puis trouver une façon de créer un engrais basé là-dessus. Donc, la chimie verte, c'est vraiment essayer de continuer à avoir les contrôles qu'on a, mais d'une façon qui exploite peut-être un peu plus la chimie naturelle, la pharmacie de la nature, disons. Et les véhicules autonomes, ben ça existe déjà. Là, on a vu avec les robots dans la diapo précédente. Mais les véhicules autonomes, genre tracteurs, ça s'en vient. Et les systèmes intégrés, par ça, je veux dire, on ferme la boucle, donc on essaie de tout utiliser nos déchets, puis refaire une valorisation. C'est aussi un exemple, ça pourrait être des biodigesteurs. Alors, la création d'énergie verte à partir de peut-être de la mise en rebut sur la ferme. Alors, finalement, la numérique nous apporte l'interconnectivité. C'est vraiment ce qui s'en vient. C'est de connecter tout ce qu'on connaît, puis de tout mettre ça en action. Mais c'est qu'il y a encore des petits problèmes, on va toucher ça vite fait. Donc, télédétection, ça tombe là-dedans. Il y en a déjà qui utilisent des drones sur leur ferme. Il y a plusieurs compagnies qui ont commencé à développer des genres d'algorithmes pour pouvoir envoyer le drone, faire une télédétection, voir une image du champ, puis ensuite utiliser ces données-là pour en tirer des conclusions. On n'est pas encore au point vraiment où ils sont capables de te donner un app là, où tu vas envoyer ton drone, il va prendre une photo, ensuite, OK, tu as besoin d'azote dans telle partie de ton champ. On n'est pas encore là, éventuellement.
Puis la technologie satellite, ça ici, c'est RadarSat. Vous n'avez peut-être déjà entendu parler. Il y a 3 satellites comme ça qui flottent autour de la planète, qui sont en orbite autour de la planète. C'est une initiative de l'Agence canadienne spatiale. Puis, c'est des satellites qui utilisent les ondes radio pour voir ce qu'il y a sur la Terre. Donc, je vais juste vous montrer un exemple. À l'aide, il recueille des données, un genre de portrait satellitaire, mais ensuite, ce portrait-là est interprété à l'aide d'algorithmes. Ça, c'est fait à travers de partenariats avec Agriculture Agroalimentaire Canada. Ils ont développé toutes sortes d'algorithmes qui permettent maintenant même de détecter quel type de culture pousse où, partout au Canada. Donc, si vous vous aventurez sur le site web de Agroalimentaire, moi aussi, je vous voyez la ferme expérimentale. Moi, je suis comme juste ici en ce moment. Alors, on peut voir que, qu'est-ce qui est en jaune pâle, c'est du maïs, qu'est-ce qu'il y a en brun-orange, c'est du soya. Tout ce qui est en mauve, c'est urbain. Ensuite, on a les verts, blé d'hiver, blé de printemps. Donc, ça existe partout au Canada où on fait l'agriculture, en fait. Les satellites sont tout le temps en train de regarder. Puis, c'est ça. Alors, ils gardent compte des cultures qui poussent au Canada, mais aussi de facteurs environnementaux, l'humidité du sol, combien de neige il y avait, les événements environnementaux, les inondations. Puis, avec cette information-là, ils arrivent à faire des recommandations. Donc, si jamais vous êtes demandé d'où viennent les recommandations, souvent, c'est à travers de l'entremise de données satellitaires qui sont interprétées, puis qui sont ensuite traduites en recommandations. Enfin, véhicule autonome, ça en est un en particulier qui s'appelle DOT. Il y a quelques endroits au Canada où ils sont en train d'essayer ce véhicule ici. Donc, c'est comme une boîte, puis avec des accessoires qu'on peut attacher. Donc, la boîte elle-même ne fait pas grand-chose autre que se promener. C'est contrôlé par une télécommande, un peu comme un drone. Mais ensuite, on peut mettre des accessoires comme un sprayer pour vaporiser nos cultures. Il y a aussi un semoir qu'on peut attacher après. Donc, l'idée ici, c'est qu'on aurait une machine avec plusieurs accessoires au lieu d'avoir besoin de plusieurs machines. Dans ce cas ici, c'est peut-être mieux pour une agriculture de moyenne taille. Si on a 20 000 acres, c'est assez petit, mais si ça peut opérer toute seule pendant la nuit, pendant qu'on dort, tant mieux. Puis sur les véhicules autonomes, on commence vraiment à avoir plus de sondes, puis de détection visuelle. Donc, on a des caméras, des sondes, toutes sortes d'affaires qui vont détecter ce qu'il y a alentour, puis on peut faire des décisions par rapport à ça. Par exemple, si on aurait une caméra sur cette machine-là qui détecte les mauvaises herbes, ensuite, on pourrait trouver un moyen aussi de se débarrasser spécifiquement des mauvaises herbes sans se débarrasser des bonnes plantes. Alors, ils sont déjà en train de faire la recherche là-dessus. Il y a toutes sortes de mécanismes là, comme éliminer les mauvaises herbes avec des flammes ou avec juste des petits sprays d'herbicides vraiment spécifiquement à cet endroit-là. Puis même mécanique. Donc, il y a plusieurs options là-dedans qui s'en viennent. Ça, c'est vraiment juste encore au niveau test. Ils testent avec les agriculteurs. Peut-être qu'un jour, ça va être quelque chose qu'on peut se procurer. Puis, finalement, l'agriculture en environnement contrôlé, ça en est un autre gros là, qui s'en vient changer les choses un peu. Puis ici, on parle encore dans le domaine des serres, mais surtout aussi pour la sécurité alimentaire locale dans les endroits éloignés, comme par exemple dans le Grand Nord, où une laitue coûte 10 $, un melon d'eau 45 $. Il y a des moyens d'utiliser, c'est ça, de faire pousser des plantes à l'intérieur, puis d'obtenir des produits frais locaux beaucoup plus facilement que les envoyer en avion. Alors, pour une grande part, c'est qu'ils utilisent la technologie développée par NASA pour faire pousser de la bouffe dans l'espace. Alors ici, on a une astronaute
qui est à veille de récolter et manger des radis qui ont poussé dans l'espace. Donc, les technologies qui sont développées pour ça sont appliquées sur Terre pour augmenter notre production agricole. Donc, l'agriculture, c'est non seulement l'agriculture en champ, mais on parle aussi hydroponie, aquaponie, alors intégrer des plantes et des poissons, par exemple, puis culture verticale. Enfin, je vais finir ici, c'est les défis. Vous vous posez probablement tous la question, oui, c'est très cher. Les technologies ne sont pas données, c'est dispendieux. Surtout comme ça, on parle du robot autonome, c'est plusieurs milliers de dollars. Ce n'est pas toutes les fermes qui peuvent se permettre ça. Donc, il y a un gros problème au niveau du fait que ce n'est pas abordable. Déjà que l'agriculture, c'est des gros investissements. On a besoin de mieux collaborer parce que là, en ce moment, comme j'ai mentionné tantôt, il y a comme un peu un manque de transfert de connaissances ou peut-être les agriculteurs n'ont pas l'impression d'avoir accès à la formation ou aux nouvelles connaissances. Alors, peut-être qu'il y a un rôle pour les coops là-dedans à jouer. En tout cas, il y a beaucoup de décloisonnage à faire, puis briser les silos, mais c'est quelque chose comme c'est un effort global, puis c'est un effort aussi multidisciplinaire. Donc, les ingénieurs sont habitués de travailler avec les ingénieurs, les mathématiciens dans leur bulle, mais là, c'est l'idée qu'il faut tout briser pour essayer de faire un peu le transfert, là. Côté données, le big data, il y a des grandes questions par rapport à la sécurité, puis la vie privée, le respect de la vie privée, à qui appartiennent ces données. Donc, c'est des questions qui ne sont pas encore résolues où, oui, on collecte toutes ces données-là, mais est-ce que c'est la compagnie qui fait le bidule, qui collectionne les données, qui appartient les données, ou est-ce que c'est les miennes, qui peut s'en servir? Alors, il y a beaucoup de points flous à ce niveau-là. Puis, ça prend une grande connaissance technique, là. Si on est pour adopter 50 000 technologies sur notre ferme, il faut aussi savoir les entretenir, puis faire du troubleshoot, puis, tu sais, il y a plusieurs choses à quoi penser. Alors, dès là, il y a peut-être des rôles pour des spécialistes technologues là, qui pourraient peut-être une nouvelle niche dans l'agriculture. Puis enfin, j'ai mis des petites bulles parce que c'est la conversation avec les consommateurs et les gens qui ne vivent pas l'agriculture ou pour qui la technologie leur fait un peu peur en agriculture. Je pense qu'il va falloir négocier avec tous ensemble, qu'est-ce qu'on veut de l'agriculture, puis c'est quoi les impasses, là, qu'est-ce qui sont les incontournables, puis qu'est-ce qu'on peut adopter assez facilement ou qu'est-ce que les gens vont vraiment rejeter, comme on a vu avec les organismes génétiquement modifiés. Là, on s'en va dans la phase CRISPR du génie génétique qui est quand même assez différent, mais qui n'est pas régulé de la même façon. Donc, c'est toutes les discussions à avoir aussi, puis continuer à parler avec les gens qu'on connaît, qui ne sont peut-être pas en agriculture, répondre à leurs questions. Souvent, si on est agriculteur nous-mêmes, les gens nous font plus confiance. Donc, c'est un survol. Je crois que j'ai assez parlé. Je vais vous laisser poser des questions. Parfait. La ferme expérimentale a-t-elle pris le virage technologique? Oui, en fait, au musée d'agriculture, nous, on fait un effort pour se technologifier. Alors, on fait beaucoup de recherches sur qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui pourrait être la prochaine chose, mais aussi, c'est beaucoup pour se mettre à jour. Nos bâtiments, c'est des bâtiments qui ont été construits dans les années fin 1800. Donc, on est un peu contraint dans le fait que c'est des bâtiments héritage. Donc, on ne peut pas tout refaire le bâtiment comme les tablettes, par exemple. Donc, nos vaches sont encore attachées
On aimerait bien avoir une stabilisation libre, mais ce n'est pas vraiment possible. Donc, on a des contraintes comme ça, mais on essaie vraiment d'améliorer nos technologies pour pouvoir mieux produire. Nous aussi, là, il faut faire du profit, dans le fond. On ne veut pas vendre notre lait à perte. Donc, c'est ça. La ferme expérimentale en soi, fait que le musée, c'est une partie de la ferme expérimentale. La ferme expérimentale, on voit souvent dans les champs des scientifiques en érie. Puis, dans leur serre aussi, ils font des essais techniques pour certaines technologies. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Mais c'est ça, encore, on expérience le même problème du fait que c'est beaucoup de technologies à apprendre et à gérer ensuite une fois qu'ils sont adoptés. Donc, ça serait super s'il y aurait une genre de façon comme avoir un dashboard intégral de toutes les technologies qu'on pourrait gérer d'une place. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires? Je serais contente d'entendre parler de vous. Oui, René-Claude? Oui. C'est encore moi. Ben oui. C'est parce que vous êtes la ferme expérimentale, je pense que vous êtes le lien entre l'agriculture rurale et les gens de la ville. Là. Absolument. Les gens de la ville, des fois, je trouve qu'ils ont peur des technologies. Ils voient une ferme avec des robots, les vaches vont moins au package. On est vite pointé du doigt, puis je pense que c'est votre rôle. Le monde va à la ferme expérimentale, puis c'est à vous autres à emmener la technologie aux gens de la ville pour pas qu'ils aient peur. Parce que je pense que le monde, ils ont peur de l'agriculture moderne. Ils pensent que c'est tout du chimique, puis on va tous les empoisonner. Oui, non, très, très bonne remarque. Moi aussi, je remarque la même chose. Puis c'est vraiment un travail intéressant d'être entre l'agriculture, comme elle se passe vraiment, puis représenter un certain portrait dans le temps ici, comme je mentionnais, qu'on est comme un peu pris dans le passé d'une certaine façon, mais on essaie vraiment de représenter que comme l'agriculture, c'est technologique, comme vous dites, que il ne faut pas en avoir peur que les solutions technologiques vraiment viennent aider. Mais c'est ça, il faut avoir ces conversations-là. Puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui parlent d'agriculture sans vraiment le comprendre, des gens de toutes sortes avec toutes sortes d'intérêts, d'intérêts personnels ou corporatifs ou quoi que ce soit. Donc, non, je suis d'accord, c'est vraiment un effort qu'on essaie de faire de parler de ces choses-là, puis même c'est très inconfortable parfois parce que les gens viennent avec des grandes émotions des fois, puis mais je pense que ça fait des discussions intéressantes. Les gens sont assez ouverts à écouter et à apprendre, mais ce n'est pas tout le monde. Hein. Il y en a qui sont très fermés, puis il n'y a rien qu'on peut leur dire, mais je pense que l'idée, c'est vraiment d'essayer pas nécessairement changer l'opinion, mais d'informer les gens qui sont un peu plus peut-être flexibles, puis les gens qui ne changeront pas leur idée, ben, des fois, c'est un peu perdu. Mais je pense que tous ensemble, on peut faire un gros effort pour le futur, l'avenir de l'agriculture. Ben, il faut travailler sur les jeunes générations, les écoles. Ça va être nos clients de demain, nos acheteurs de produits de demain. Puis c'est surtout eux c'est pour ça que je dis, la ferme expérimentale, il faut qu'elle évolue là-dedans. Pour montrer, c'est beau le musée, qu'est-ce qui s'est passé, mais il faut leur montrer qu'est-ce qui s'en vient demain, puis qu'est-ce qu'il va falloir faire pour avoir une agriculture rentable et être capable de produire demain. Parce qu'il y a une ferme à robots, dans la NCC, vous avez une ferme. Dans la Commission canadienne, vous avez une ferme robotique. Là. Oui, la Smart Farm, oui. La ferme de monsieur, je peux dire le nom, mais Peter Rutter, il avait passé au feu, puis il avait bâti une étable à robot. Fait qu'elle elle est dans la ceinture de la Commission, de la capitale nationale. Oui, puis c'est ça. Nous, on essaie vraiment d'apporter nos employés dans visiter des vraies fermes là, qui sont très différentes de la nôtre ici, puis pour les informer, puis qu'ils soient prêts à avoir ces conversations-là. Puis
juste une petite note par rapport au musée. Souvent, on pense au musée comme c'est le passé, mais nous ici, on est un musée national de sciences et technologies, donc on porte presque autant d'attention, ou presque même plus, au futur qu'au passé. Donc, on a nos collections, on collectionne l'histoire de l'agriculture, mais on met beaucoup aussi d'accent sur qu'est-ce qui s'en vient, comme par exemple, manger des criquets, des choses comme ça dans notre cuisine de démonstration, ou démontrer de la technologie de ferme. À tous les jours, les gens peuvent venir voir la traite des vaches, puis on l'explique. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de parler plus de technologie, puis je pense que, comme vous dites, c'est super important. Puis les jeunes, c'est là qu'il faut commencer. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Donc, merci à Mme René-Claude pour cette riche présentation de comment la technologie vient révolutionner le métier d'un agriculteur. On voit que ce métier n'a plus rien d'artisanal aujourd'hui, ça devient de plus en plus technologique. L'agriculteur, c'est un homme à tout faire, comme l'a mentionné Mme René-Claude Goulet. Donc, les exploitants agricoles ils doivent continuellement intégrer des avancées technologiques pour optimiser les pratiques de production et pour prendre davantage des virages vers une agriculture durable. Donc, merci d'être venu à cette rencontre. Il y a beaucoup de richesse dans ce qui nous a été apporté ce matin. Et je tiens également à vous rappeler que le webinaire sera disponible sur les sites web de la FAO et aussi sur les sites web de l'UCFO si vous voulez les visualiser à nouveau. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Ceci dit, au nom de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario, représentée en ce moment par Mme Michel, et au nom de l'Union des cultivateurs franco-ontariens et au nom du Partenariat canadien pour l'agriculture, je vous dis merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci.